D'abord, le roadshow, il est massif. Ouais. Parce qu'évidemment, du coup, tu dois aller convaincre un à un 130 business angels de faire un investissement dans ta société. Donc je les rencontre, je discute avec eux, je garde un lien, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment ce que je fais au quotidien aussi pour pouvoir gérer cette table de capitalisation, justement. Ils sont comme des BA, donc ils sont pas chiants déjà. On va pas se mentir. Ça dépend. Oui, ça dépend, mais bon, globalement, ils remplissent leur rôle. En fait, c'est pas leur métier de suivre ta ligne. Bienvenue sur FinScale, l'émission qui vous plonge au cœur de la transformation de la finance. Solène Niederkorn et ses invités explorent chaque semaine les initiatives qui façonnent l'avenir de l'industrie. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour à tous, ravi de vous accueillir sur FinScale pour un épisode avec Damien Morin, qui est le CEO et le fondateur de Mobile Club. Bonjour Damien. Bonjour Solène. Merci de me rejoindre pour cet épisode un peu spécial parce qu'on va revenir sur pas mal de tes années d'entrepreneur et puis pour parler également de Fondette. Avec plaisir. Voilà. Est-ce que tu pourrais prendre 5 minutes, enfin même plus de temps, pour nous expliquer un peu ton parcours qui est quand même assez incroyable, avec plein d'aventures et qui a commencé il y a un certain temps déjà dans le milieu entrepreneurial? C'est vrai. Je m'appelle Damien Morin, j'ai 33 ans, je vais avoir 34 dans un mois. J'en suis à ma deuxième aventure entrepreneuriale sérieuse, on va dire. J'ai eu d'autres projets avant, mais on va dire que c'est les deux boîtes notables. Donc ma première était Save, que j'ai lancée en 2013, qui est très vite devenue une boîte un peu plus grande. On était 500 employés à partir de 2015, 3 ans après la création. On faisait de la réparation de smartphones de manière express sur des petits points de vente qui étaient situés au milieu des allées des centres commerciaux qui faisaient entre 10 et 15 mètres carrés. Donc tu pouvais faire changer ta batterie, ton écran pendant une expérience shopping, pendant tes courses, etc. C'est une société qui a connu une restructuration en 2016 et que j'ai revendue en 2017 à un fonds, à une participation de notre fonds, mais on pourra y revenir un peu après, qui était un industriel en Normandie. Et en 2017, du coup, j'ai commencé ce nouveau projet. On a vraiment immatriculé la boîte en 2018, donc Mobile Club, où là, du coup, on fait plutôt du financement, mais toujours sur la catégorie smartphone. Ouais. Qui est un actif qu'on connaît particulièrement bien, fort de notre dernière expérience. Et donc maintenant, ça fait 6 ans. Donc les années passent assez vite. Et ça se passe super bien. On est très bien accompagné. Beaucoup d'investisseurs en dette, en equity, une équipe sympa, une belle marque. Qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre ? Alors, je crois que j'ai toujours été un peu entrepreneur, ou si je puis dire dans le business. Je faisais partie de ces jeunes qui trouvaient toujours des moyens de gagner un peu d'argent. Moi, j'achetais, je revendais des trucs sur le Bon Coin. Je faisais des assistances informatiques à domicile, donc des réparations d'ordinateurs quand j'avais 14, 15 ans. C'est excellent. C'était très bien. Ça m'a permis de gagner beaucoup d'argent de poche, donc c'était plutôt très bien. Et en fait, j'y ai pris goût. Et j'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a un peu poussé à lancer ma première boîte. Donc, lui n'est pas entrepreneur, mais... Il croyait en toi. Pas forcément. En fait, c'était plutôt dans la mécanique. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est que l'entrepreneuriat, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'entrepreneuriat, c'est très teinté d'ambition. Mais en vrai, il y a des millions et des millions d'entreprises en France et tout le monde n'a pas l'ambition de devenir le futur Elon Musk. Et en tout cas, mon père me poussait pas du tout à ça. Mais en tout cas, il me disait, vas-y, monte là ta première boîte, au moins tu sauras comment ça fonctionne, tu vas immatriculer tes statuts, tu vas gérer ta compta, facturer tes clients, au moins tu auras compris la mécanique. Et je pense d'ailleurs, c'est ce dont on manque un peu d'ailleurs en France autour de l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait on parle beaucoup d'ambition, on parle assez peu de la partie pratique. Et donc ça m'a aidé. Est-ce que si tu repenses à cette expérience, moi je trouve ça génial d'avoir entrepris 2 fois, d'avoir eu des moments avec des hauts et des bas, etc. Est-ce qu'il y a des moments précis dont tu te souviens, où tu t'es vraiment senti au fond du trou et où finalement tu as décidé de complètement changer le braquet, changer ton fusil d'épaule et réorienter le business? Est-ce qu'il y a des moments auxquels tu penses comme ça? Je pense pas que ce soit le meilleur moment quand on est au fond du gouffre de changer de braquet comme tu dis ou de vraiment faire des pivots intenses parce que quand tu commences à avoir des boîtes d'une taille significative, si justement tu es au fond du gouffre, c'est que la boîte se passe pas très bien. Si en plus de ça, tu fais des changements, c'est ma conviction en tout cas. Pour revenir peut-être un peu sur le pivot, nous on a eu un moment assez clé dans l'histoire de Save, mais c'était vraiment au tout début, c'est qu'on est passé de Save My Computer, où on faisait de la réparation d'ordinateur, à Save My Smartphone, où je faisais de la réparation de smartphone. Ouais. Je me suis pas foulé sur le nom. C'est bien, mais c'est très parlant en fait. C'est vrai que sur les histoires de pivot, il faut vraiment
être capable à tout moment de remettre en question ce que tu vends au quotidien, parce qu'en fait, en tant qu'entrepreneur, tu vends une vision à des investisseurs, tu vends une vision à tes employés, tu vends une vision à tes partenaires, et c'est assez dur d'être à la fois la personne qui vend cette vision et qui arrive à maintenir le cap, et en même temps la personne qui arrive aussi à un moment donné à prendre ce pas de recul et de dire attends, non, il faut peut-être changer un tout petit peu le cap et remettre un peu en question ce que tu as commencé. Et après, dans les difficultés, écoute, comme je le disais dans la petite présentation, donc moi j'ai monté cette boîte Save. En 2013, c'est une petite boutique que j'ai montée en fait en complément de mes études d'école de commerce. Donc j'étais en début de 4e année, j'ai ouvert un petit magasin dans le 16e qui était à 10 minutes de mes cours, où j'avais tout de suite 2 employés pour pouvoir traiter les volumes de réparation dans le magasin. Et, tu faisais sur place ? Qu'on faisait sur place, ouais, en une vingtaine de minutes. Et fin 2015, cette même société, donc 3 ans après, on était un peu plus de 500 employés. On opérait dans 6 pays en Europe. On avait 170 points de vente en Europe, qui n'étaient pas des franchises, c'est des vrais magasins qu'on a ouverts un à un. Donc on a été très financé pour ça, mais ça n'a été fait qu'en 3 ans. Donc il y a vraiment eu une croissance assez exceptionnelle. Et voilà, et des difficultés juste après en 2016, qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas rencontré la rentabilité sur tous nos points de vente. Et du coup, on a décidé de fermer la moitié des magasins et de retrouver un ensemble qui était sain et vendable, du coup, début 2017. Et quand tu prends cette décision-là, comment tu gères vis-à-vis des équipes ? Ça doit être chaud, quoi. Ouais, c'est dur. Ouais. C'est dur de vendre un espèce de chaud-froid. C'est-à-dire que tout le monde est à fond sur la vision et puis bam, pendant un moment, t'es vraiment en mode voilà, c'est la folie, on est la plus grosse start-up, etc. Chargé d'ego, tout le monde, etc. Et puis à un moment donné, il faut dire oula les gars, on a un gros problème. Malheureusement, on va devoir se séparer de la moitié des effectifs. Donc arriver à étaient des gens employés. Ouais, arriver à faire digérer ça, c'est difficile. Et je pense que même encore aujourd'hui, il y a des gens qui l'ont pas digéré. C'est ça la réalité. Mais il faut vraiment beaucoup communiquer avec beaucoup d'empathie pour pouvoir arriver à maintenir tout le monde dans ce nouveau cap, du coup. Ouais. Et en expliquant en détail les étapes par lesquelles on va passer, etc. etc. Et c'est un vrai travail de communication. C'est pas la partie la plus agréable de l'entrepreneuriat que j'ai vécu, en tout cas. Mais dans notre cas, ça a été très efficace, que du coup... Save, c'est une entreprise qui existe toujours, qui emploie des centaines de personnes, qui est encore aujourd'hui très probablement le plus gros réparateur de smartphones en Europe. Donc c'est... Bonjour à tous, je m'insère une petite minute dans cette conversation pour vous remercier d'être à mes côtés depuis presque 5 ans. Cette émission alimente de mon côté toutes les réflexions autour des projets que j'accompagne, que ce soit avec des entrepreneurs ou des investisseurs en France, au Luxembourg, ou en Europe tout simplement. Si vous souhaitez échanger sur les enjeux de transformation dans l'investissement, la création ou le développement de véhicules ou d'entreprises d'investissement, mais aussi tout simplement des aspects opérationnels, n'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn. Je serai ravie d'en discuter avec vous. Profitez bien de cet épisode. C'est quoi les apprentissages ? Si tu réfléchis à ces années un peu plus difficiles, les choses que tu aurais peut-être fait différemment ? Un peu tout, finalement, parce que en fait, on apprend tous les jours. Et puis surtout, j'étais très jeune à cette époque-là. Donc, en 2015, j'ai eu 25 ans en décembre 2015. Donc moi, j'ai attaqué un redressement judiciaire avec 500 employés à 25 ans. Donc, évidemment, à 25 ans... Bonne épreuve du feu, quoi. Ouais. Un bon MBA. Ouais. Donc évidemment, à 25 ans, on connaît pas tout, on apprend plein de choses. Donc je suis beaucoup plus expérimenté, en effet, sur des tonnes de sujets. Le management, la gestion du cash. Mais il n'y a pas un truc où tu t'es dit, on a vraiment ça, le volet, je sais pas, le plus évident, c'est dans la façon dont tu gères les ressources humaines. Est-ce qu'il y a des choses, tu penses, qui auraient pu être mieux faites ? Et je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont dans cette situation-là. Si tu as des tips en tête. Je referais pas beaucoup de choses différemment, pour être honnête. Et d'ailleurs, il faut accepter aussi quand on crée un projet de ce type et qu'on le vend à des fonds d'investissement qui investissent beaucoup pour une croissance qui est importante, faut accepter aussi qu'il y ait une part de risque. Je dirais que je me suis un peu professionnalisé dans la manière dont j'aborde ces sujets de risque et de croissance et la manière dont je communique, etc., etc. Mais je crois que fondamentalement, j'aurais fait à peu près la même chose. Et moi, après, dans la gestion des ressources humaines, quand tu as 500 personnes, tu gères pas non plus 500 personnes en direct. Donc, moi, je pense qu'avec mon équipe rapprochée, j'ai toujours été assez
assez humain. C'est quelque chose que j'ai plutôt gardé. Évidemment, plus les années passent, plus je me professionnalise, on va dire, mais rien de particulier à challenger en tout cas. Bien, alors il y a différentes choses que tu as touchées du doigt. J'aimerais qu'on rentre un petit peu dans le détail. C'est les investisseurs. Ce qui est intéressant dans ton parcours, il y a bien sûr toute l'aventure entrepreneuriale, mais aussi l'equity story derrière tes différentes boîtes. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer quelles ont été les premières démarches que tu as eues avec ces investisseurs, quel type d'investisseurs? Et ce qui est intéressant dans ce parcours aussi, c'est que ça nous permet aussi de retracer un petit peu l'évolution de cet environnement VC ces 10 dernières années, qui a considérablement évolué, qui a quasi explosé et qui maintenant revient à quelque chose d'un peu plus normal. Ouais, bien sûr. Les apprentissages, ils sont, la relation investisseur, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui est qui fonctionne avec différentes phases de boîte. J'aime bien d'ailleurs un peu décortiquer ça en 3 phases, on va dire. Et il y a une première phase quand on crée un projet, qui est une phase d'inception, on va dire. Donc c'est vraiment le démarrage de la société. Donc là, mine de rien, quand on monte une start-up, en fait, on crée des modèles de rien. On fait une activité qui est totalement nouvelle, on trouve des clients qui sont nouveaux, on leur propose une expérience qui est nouvelle. Donc, quelque part, il faut arriver à convaincre des gens qui vont avoir un profil de risque qui va être quand même très important. Et généralement, à ce niveau-là, on a plutôt des business angels. Eux, ils savent qu'ils ont une prise de risque qui est maximale au moment où ils investissent, mais en même temps, ils investissent à des valos qui sont très très basses. 2 millions d'euros de valo, 3 millions d'euros de valo. Ils ont la quasi-certitude que si ta boîte a survécu après 4-5 ans, qu'ils vont gagner au moins 5 à 10 fois leur mise, en fait. Donc tes premiers investisseurs, c'était des BAs? Oui. Oui. Bon, dans toutes les startups, ça n'a rien de particulier, à la fois chez Save, à la fois chez Mobile Club, c'est vraiment ce qui se retrouve un peu sur le marché. Et c'est des gens que tu es allé voir ou comment ça s'est passé? Ouais, bien sûr. À la fois chez Save ou à la fois chez Mobile Club, ouais, bien sûr, c'est des gens qu'il faut convaincre un à un, en fait, exactement comme si c'était un fonds. Après, le process d'investissement est beaucoup plus rapide et beaucoup moins corporate, beaucoup moins processé, évidemment, parce que c'est des gens qui vont faire confiance davantage au projet, à l'entrepreneur, plutôt qu'à des chiffres avec des tonnes de sécurité qu'on peut retrouver dans les pactes, etc., etc. Après, il y a la deuxième phase de croissance. Donc là, sur Save, j'avais plutôt levé avec des fonds. J'avais notamment ID Invest au capital et Benoît Grossman d'ailleurs au board, qui était le directeur des investissements d'ID Invest, qui est un peu une star dans le VC en France. Et par contre, sur Mobile Club, là, on a plutôt levé avec un gros montant, on va dire, de business angel. Justement, on reviendra dessus. 130 business angel. Et après, il y a la troisième phase qui est la phase de build-up, où là, tu peux avoir encore d'autres typologies d'investisseurs. Dans notre cas, d'ailleurs, ça a été particulièrement un fonds de dette. Alors, si on revient sur cette equity story qui est assez traditionnelle, toi, par rapport à cette longévité que tu as sur le paysage, dans l'entrepreneuriat et les discussions que tu as avec le VC, est-ce qu'il y a des tendances que tu as vues changer, des postures qui sont différentes? Quel est ton ressenti, en fait, par rapport à cet écosystème? Surtout français, parce que c'est celui bien sûr. que tu connais le mieux. Déjà, le paysage VC, il a considérablement évolué. Moi, j'ai levé donc, mon premier tour de capital avec des VC en 2015. Donc, ça fait maintenant 10 ans. Ça ne me rajeunit pas quand je dis ça. Pourtant, je me sens très jeune. T'es très jeune. Mais il y a 10 ans, il n'y avait rien. Je pense qu'on a oublié, en fait. Il y avait 10 fonds qui étaient capables de faire une série A en France. Aujourd'hui, il y a 300 fonds. Parce qu'il y a les fonds français, mais il y a les fonds européens aujourd'hui. Et puis, il y a aussi des fonds US qui commencent de plus en plus à investir des gros tickets en France. D'ailleurs, on a pu le voir en 2021-2022, les très grosses valos qu'on a pu voir en France avec les gros montants d'investissement, les Swile, les Spendesk, toutes ces boîtes-là, c'est quasiment que des énormes fonds américains en fait, qui ont participé à ces tours de table. Donc moi, je l'ai vu beaucoup évoluer. Il a considérablement augmenté. Donc maintenant, il y a de la concurrence entre les VC. Donc c'est vrai que pendant les années 2021-2022, on a vu des hausses de valo vraiment très impressionnantes, justement pour pouvoir sécuriser les dossiers. Et puis en 2022, on les a vus arrêter d'investir d'un coup. On va dire que je crois que c'est le montant d'investissement en 2022 par rapport à 2021. Je crois que ça a été divisé par 3 en France. Donc ça, on l'a vraiment ressenti dans l'écosystème startup.
Et donc, en fait, comme c'est devenu de plus en plus agressif, on va dire, dans l'investissement, on le retrouve aussi dans les enjeux des fonds quand ils font des investissements. Alors, moi, du coup, j'ai tenté de lever avec des fonds en 2022 avec Mobile Club, donc j'ai fait un petit tour du marché. J'ai découvert un lexique que je ne connaissais pas d'avant. On m'a dit... explique-moi comment tu peux faire de ta boîte une décacorne, une boîte valorisée plus de 10 milliards. Donc, j'ai envie de dire, écoute, déjà ce que tu appelles une licorne, tu vois, c'est 90% de boîtes qui vont aller au tapis parce qu'elles font moins de 50 millions de CA. Donc, on m'a dit, moi aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir un fund returner. Donc, c'est une seule ligne qui va rembourser en fait tout le montant levé dans le fonds. Donc, c'est vrai que du coup, maintenant, on cherche vraiment des investissements très, très, très agressifs. Et du coup, on finit par quasiment se dire qu'il y a peu de secteurs, en fait, qui sont capables de produire ce type de performance. Et du coup, ils se sont beaucoup sectorisés. Alors, il y a eu la phase SaaS B2B. Maintenant, on est dans la phase IA. Juste avant, on avait la phase Web 3. Et donc, c'est vrai que... pour des entrepreneurs, parfois, on a un peu l'impression qu'il y a une décorrélation en fait, entre le marché de l'investissement venture et la réalité des business au quotidien. Je pense qu'on est en train de revenir un peu de cette folie. On parle un peu plus de rentabilité, on parle de croissance un peu plus mesurée. Je pense que là, on est dans une phase qui devient un peu plus saine pour l'écosystème. Top. Alors, tu as mentionné les 130 business angels. Il y a très peu d'entrepreneurs que je connais qui ont levé avec autant de business angels. Il y avait Hugues Lebris, qui avait créé Nickel, qui m'avait raconté son equity story, et finalement il a fini par avoir Partech et BNP, puis finalement Nickel a été racheté par BNP. Comment est-ce que ça se gère, une ligne de... Tu les as pas 130 lignes. Ouais, 130 lignes. Si, ils sont tous en direct chez moi. Est-ce que c'est un réel gain pour ton activité, pour ton business ou... Ouais. De quelle manière ça t'accompagne ? Alors, il y a du plus et du moins d'avoir 130 business angels versus un fonds. D'abord, le roadshow, il est massif. Parce qu'évidemment, du coup, tu dois aller convaincre un à un 130 business angels de faire un investissement dans ta société. Donc je les rencontre, je discute avec eux, je garde un lien, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment ce que je fais au quotidien aussi pour pouvoir gérer cette table de capitalisation, justement. Ils sont comme des BA, donc ils sont pas chiants déjà, on va pas se mentir. Ça dépend. Oui, ça dépend, mais bon, globalement ils remplissent leur rôle. En fait, c'est pas leur métier de suivre ta ligne. Donc, quelque part, ils font un investissement risqué, ils savent qu'ils peuvent perdre l'argent, ils suivent assez peu leur investissement. Moi, j'envoie des reports qui sont vraiment très documentés, très structurés. J'envoie un closing comptable par quarter, je fais une vidéo où j'explique plein de choses, j'envoie un truc assez bien documenté avec des graphes, etc., etc. Je pense que je dois avoir 30% de mes business angels qui les lisent. En revanche, par contre, sur les gens qui sont un peu plus actifs pour pouvoir vraiment regarder le business, il y en a beaucoup qui ont fait cet investissement parce qu'ils connaissaient bien le secteur. Et là, par contre, pour ceux qui sont actifs, tu vas avoir énormément de détails, énormément de retours, énormément de conseils, des introductions qui sont plus faciles, une autre manière de voir ton business. Donc ça, c'est vraiment agréable. Donc plein d'advisors à disposition. Plein d'advisors, avec des gens qui sont d'ailleurs souvent plus sectorisés que le fonds d'investissement qui aura fait l'investissement. Oui, tout à fait. Où là, lui, en fait, son métier, c'est de gérer de la perf. Donc, en fait... la réalité, c'est qu'un partenaire dans un fonds, il peut facilement avoir entre 5 et 10 participations. Et bon, en vrai, il ne va pas les suivre comme si il allait travailler en interne. Oui, tout à fait. Donc je trouve que j'ai l'impression d'y gagner en fait, en travail opérationnel et de réseau, etc. En revanche, le fonds, c'est vrai que c'est un soutien financier qui est important. Nous, dans l'histoire de Save, on a quand même eu à un moment donné de notre aventure un investissement supplémentaire qui a été réalisé de ID Invest de 4 millions d'euros. Ouais. Je ne crois pas que je vais avoir un business angel qui sera capable de faire ce chèque-là. Et puis, quand je vais les solliciter, parce que peut-être on a besoin de 2, 3, 4 millions d'euros supplémentaires, ça va être long. Ce ne sera pas du tout le même process. Donc, il y a du plus et du moins, on va dire. Mais du coup, tu iras avoir des fonds. Moi, je mets pas forcément en opposition les business angels et les fonds. D'ailleurs, c'est pas le cas dans la plupart des tables de capitalisation de start-up. On va vraiment retrouver des deux. Et d'ailleurs, même dans des tours de table avec des fonds d'investissement, on va facilement trouver 2, 3, 4 business angels qui ont envie de suivre le projet et tout. Donc, je dirais que c'est complémentaire. Voilà, c'est tout à fait complémentaire. Alors, tu l'as mentionné tout à l'heure, vous avez levé de la dette
aussi avec Eiffel. Ouais. J'aimerais comprendre pourquoi vous avez levé de la dette, quelle est la finalité et pourquoi vous avez choisi Eiffel. Parce que, alors, pour moi, c'était le fonds dette 2, qui est un fonds impact. C'est correct ou pas ? Non, c'est pas celui-là. Ah bah alors j'ai tort, désolé. C'est bien, j'allais te poser des questions sur Carbone 4. Ok, alors pourquoi Eiffel et pourquoi de la dette ? Alors moi, c'est mon métier en fait de faire de la dette. Je fais vraiment du financement. Donc moi, quand j'ai un client qui est OK pour louer un smartphone, je dois acheter un téléphone 800 € et après, je vais collecter 30 € par mois de loyer. Donc en fait, le payback en cash, on va dire, sur un mobile, il va être de l'ordre de 2 ans. Donc plus je veux acquérir de nouveaux clients, plus j'ai besoin de quantité de cash pour pouvoir investir dans les produits. Donc c'est tellement inhérent en fait à mon modèle économique que je ne peux pas, ou ça n'a pas beaucoup de sens, de financer tous ces produits-là en equity, c'est-à-dire vraiment de faire une levée de fonds et de se diluer. Mais c'est une très mauvaise utilisation et du cash des investisseurs. Donc évidemment, avant même de lancer Mobile Club, il fallait que je trouve en fait des sources de dette pour pouvoir louer les smartphones. Ouais. Donc on a eu plein de formats différents. On a commencé avec un crédit fournisseur. Nos fournisseurs sont des très gros groupes qui distribuent des millions de smartphones et donc ont des grosses enveloppes de cash. Et donc j'avais une bonne relation avec un fournisseur, donc ça a commencé comme ça. Après, il y a eu le PGE qui est arrivé, le Covid, les caisses de l'État étaient pleines pour pouvoir proposer de la dette à des jeunes entreprises. Donc on a sauté sur l'occasion. C'est clair. Comme c'était vraiment dans notre modèle économique. Que la dette était à 0,75%. On a décidé de profiter de ça. On a complété un peu tout ce qu'on a pu avoir pendant le Covid avec des dettes bancaires. Et puis après, on est arrivé dans une phase où on a trouvé de la dette avec des privés, des investisseurs privés. Ouais. Donc j'ai levé à peu près 11 millions d'euros avec une dizaine d'investisseurs. Et au travers de family office ou en direct ? Eux sont souvent accompagnés par des family office. Ouais. Donc eux, généralement, ils ont toute la documentation qui est revue par un staff, en fait. Ouais. Mais sinon, non, c'était plutôt des personnes que je côtoyais vraiment en direct. Et puis, on a décidé de refinancer tous ces comptes courants d'associés. D'ailleurs, on a remboursé du coup tous ces investisseurs en dette avec un financement structuré avec Eiffel. Alors, non, le fonds sur lequel je suis, je crois qu'il s'appelle Prêtons Ensemble 2, un truc comme ça. Ils adorent les noms. J'avais tort, tu vois. Je pense que ce dont tu es en train de parler, c'est un fonds equity. Nous, en fait, concrètement, c'est assez intéressant comme financement parce que, en fait, on a séparé l'activité opérationnelle de la société et l'activité de financement. D'accord. On a ce qu'on appelle une OpCo et une AssetCo, Operation Company et Financial Company, où en gros, tous les actifs et les contrats sont logés dans une filiale qu'on détient à 100%. D'accord. Et c'est dans cette filiale-là, en fait, qu'on va collecter du coup tous les loyers. Donc pour le prêteur qui prête à seulement cette structure-là, c'est une sécurité énorme parce qu'en fait, grosso modo, ils se servent de leur dette sur notre chiffre d'affaires sans qu'il y ait aucune charge parce que les charges, elles sont sur une autre filiale. Top. Donc ça leur donne un niveau de sécurité qui est tel que du coup, on a la capacité de lever beaucoup d'argent. Vous avez levé combien ? Donc là, on a à peu près 18 millions d'euros qui sont financés. Mais en fait, ils pourraient nous financer 200 millions d'euros, en fait, tant que les datas fonctionnent bien, qu'on continue à collecter proprement le cash, qu'il n'y a pas trop de défauts sur les contrats, qu'il n'y a pas trop de churn. En fait, il y a un certain nombre de covenants qui sont suivis, en fait, pour le financement. Et tant que le financement, il produit suffisamment de sécurité pour eux, en fait, ils peuvent augmenter les lignes. Il n'y a pas vraiment de limite. Top. Et pourquoi le choix s'est porté sur eux ? Il n'y a pas énormément de fonds en France qui font de l'asset management comme eux, on va dire. Et du coup, en tout cas, sur ce type de sous-jacent, parce qu'il y en a qui le font sur des sous-jacents immobiliers ou qui font de la dette corporate. Mais un financement structuré un peu sur cette activité, on va dire qu'il y a 5-6 acteurs très actifs en Europe de cette taille-là. Et Eiffel, c'était les Français et les moins chers qu'on a eus. Donc, puis ils avaient déjà investi dans Alma. Oui, bien sûr. Ils avaient financé... Tout à fait. C'était l'investisseur en effet de Alma. C'est-à-dire que pareil, c'est eux qui finançaient les 3 à 4 fois sans frais d'Alma. Donc ils avaient déjà un petit peu touché... Après, Alma est arrivé à des niveaux de financement tels que après ils ont changé d'interlocuteur. Hyper intéressant. Merci beaucoup. Alors on n'a plus beaucoup de temps. Pour conclure, j'aimerais que tu donnes à nos auditeurs, parce que j'ai une audience relativement jeune, avec pas mal de personnes, des entrepreneurs ou des wannabe entrepreneurs. C'est quoi les conseils sans filtre que tu pourrais leur donner pour ceux qui veulent se lancer ? J'adore cette question-là. Juste avant qu'on se quitte. Ouais, avec plaisir. Mon conseil, en fait, c'est de prendre son temps dans sa propre ambition.
C'est-à-dire qu'en fait, souvent, on a envie de monter une boîte, mais en fait, on projette une ambition personnelle un peu démesurée, on pourrait faire ça, etc., etc. Alors qu'en fait, personne se lève un matin et en se disant je vais devenir le futur Elon Musk en réalité, ou c'est des gens un peu fous en fait. Je pense que même Elon Musk, quand il s'est levé le matin, il s'est jamais dit je vais devenir ça. En fait, on commence par un premier projet, on gagne confiance et puis après on va sur un deuxième, un troisième, peut-être à l'intérieur de sa propre boîte. Mais exactement. Ouais, en fait, l'entrepreneuriat, c'est des marches en réalité. Et c'est beaucoup plus facile d'imaginer la prochaine marche plutôt que d'imaginer le but final. Et donc, même si la vision est importante. Hein. Tu peux avoir en tête une vision, un idéal, un North Star, mais phasé... Quand on fait un projet de vision, on le fait toujours à plusieurs échelles. C'est obligatoire. C'est quoi ma vision à 6 mois, à 1 an? C'est quoi ma vision à 3 ans, à 5 ans? Et puis, OK, c'est quoi ma vision à 50 ans? Avec plaisir. Mais quoi qu'il, si on reste sur le projet à 50 ans, en fait, on n'y arrive jamais. Donc, je dirais que dans cet écosystème entrepreneurial où on a beaucoup starifié des réussites exceptionnelles, en fait, finalement, on a du mal à s'identifier, même moi, on a tous du mal après à s'identifier dans son quotidien. Et voilà, je pense qu'il faut vraiment aborder l'entrepreneuriat vraiment par étapes. Super, écoute Damien, c'était top, un peu trop court à mon goût, mais c'est comme ça. Est-ce que tu pourrais nous recommander un bouquin? Parce que j'adore lire. Avec plaisir. En fait, je suis en train d'en lire un super, donc je vais recommander celui-ci. Ça s'appelle Atomic Habits. J'ai oublié l'auteur, mais en vrai, c'est un bouquin qui se refile pas mal dans l'écosystème. Pour faire simple, le mec explique que on n'arrive pas à devenir un champion d'athlétisme sans... c'est marrant, ça va beaucoup avec ce que j'ai dit avant. En fait, il faut d'abord apprendre à courir le 100 mètres en d'abord 15 secondes, puis après 14 secondes, puis après 13. Et en fait, dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. De faire des tâches répétitives tous les jours, en fait, on s'améliore énormément à les faire. Et c'est comme ça qu'on arrive à devenir exceptionnel. Ça prend du temps. Comme pour le trail. Comme pour le trail. J'ai vu que tu avais un joli petit bracelet 50 km. Ouais. Fitch Trouble. Je vais toujours pas le couper. Je suis fière. Merci Damien, c'était top. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir suivi FinScale. Abonnez-vous à la newsletter sur Substack pour ne rien manquer des dernières innovations. Retrouvez aussi le podcast en audio sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur YouTube. À très vite avec Solène Niederkorn.